Mon beau-père m'a donné un coup de poing au visage pendant le dîner, devant tout le monde. Je m'appelle Emma James, il l'a fait sans même sourciller, sans hésitation, sans avertissement. L'instant d'avant, il rigolait à une vieille blague militaire. L'instant d'après, sa main était de l'autre côté de la table et son ego pesait lourdement sur ma pommette. J'ai laissé tomber la fourchette que je tenais dans mes mains. Après avoir heurté l'assiette, elle est tombée par terre. Un silence pesant s'est installé dans la pièce, mais pas le genre de silence qui accompagne la surprise ou l'inquiétude. C'était le silence pendant lequel tout le monde réfléchissait à la réponse appropriée. Ma mère a ouvert la bouche comme pour parler, mais elle était restée silencieuse. Elle a baissé les yeux vers ses genoux, puis vers le colonel, comme si le problème était déjà résolu. Mon beau-père a expiré par le nez et a repris son verre de vin. Je me suis retenue de pleurer, cela semblait toujours le décevoir. Peut-être frappait-il plus fort à chaque fois pour obtenir la réaction qu'il désirait plutôt que celle que je lui offrais. Cependant, j'avais depuis longtemps appris à ne pas souffrir pour lui, à ne pas satisfaire son besoin de voir les gens reculer lorsqu'il frappait. Au lieu de cela, je restais assis là, à regarder le bord de mon verre, observant une goutte de vin rouge couler lentement sur le côté, même si mon visage était en feu. Je gardais le dos droit. Il avait toujours été dédaigneux quand il voulait être laissé tranquille et bruyant quand il voulait prendre les commandes. J'avais 15 ans et j'avais l'habitude d'éviter les mines quand il a épousé ma mère. Il n'était pas nouveau, mais il a aggravé les choses. Je vivais déjà selon des règles et il en a simplement ajouté d'autres. Ne jamais interrompre, ne jamais gagner une dispute, ne jamais parler tant que quelqu'un ne s'adresse pas à vous et ne jamais être plus brillant que l'homme qui vous paie. À la maison, cela s'est transformé en un concours silencieux. Qui avait la meilleure capacité à disparaître? Je suis devenue expert en la matière. Ma mère est simplement devenue fatiguée. Néanmoins, cette nuit-là était inhabituelle d'une certaine manière. Désespéré de faire bonne impression, il avait invité le colonel Granger à dîner et avait exposé son uniforme et ses médailles, comme s'ils avaient plus d'importance que l'autorité empruntée et le laiton poli, toujours prêt à blâmer la politique ou le favoritisme. Mon beau-père avait gravi les échelons plus lentement que ses contemporains. Il ne croyait pas que son style de leadership se résumait à aboyer et à espérer que quelqu'un d'autre ait un plan, et que c'était peut-être parce que les gens voyaient clair dans son jeu. Ce dîner était important. Malheureusement, je faisais partie de la toile de fond de sa mise en scène. À son arrivée, le colonel s'était montré aimable, peut-être même un peu amusé par le faste maladroit de notre salle à manger. Il s'était assis en bout de table avec le sang-froid de quelqu'un qui s'ennuyait de cette coutume, mais qui était habitué à être traité comme un roi ou une reine. Il n'était clairement pas facile à impressionner. Mon beau-père redoubla d'efforts, racontant des histoires plus fortes, portant des toasts plus longs et riant un peu trop longtemps après ses propres blagues. Je ne dis rien, c'était ma responsabilité. Le colonel se tourna alors vers moi et me posa une question simple et directe. « Mademoiselle James, que faites-vous » C'est là que les choses ont commencé à se gâter. Je répondis « Mais je ne dis pas grand-chose. » Même cette petite attention a changé le cours des choses. Et mon beau-père n'aimait pas les ombres, même si je n'essayais pas de causer des problèmes. D'un ton dédaigneux, il a plaisanté en disant que j'étais une petite souris tranquille qui avait trop de livres. Le colonel n'a pas ri. Il a simplement posé une autre question en penchant la tête. Celle-ci était plus directe et plus pointue. Je pense qu'il était déjà au courant de quelque chose. Peut-être que quelqu'un avait reconnu mon nom. Peut-être que la fille réservée à table n'était pas aussi discrète qu'elle le croyait. C'est alors que cela s'est produit. L'attaque, abrupte, vicieuse et préméditée, lorsque mon beau-père a entendu une mouche bourdonner trop fort, il a fait semblant de la chasser. Sa main s'est déplacée au-dessus de la table, comme s'il l'avait déjà fait plusieurs fois auparavant. Et je suppose que c'était le cas, mais jamais devant un public aussi important. À mi-chemin des lèvres du colonel, la fourchette s'est figée, son visage est resté presque inchangé, juste un clignement des yeux délibéré et lent. Il y a eu une pause, non pas d'indignation ou d'incrédulité, mais plutôt de reconnaissance d'un schéma familier dans un contexte inhabituel. Mon beau-père s'est éclairci la gorge, a baissé les yeux et a tenté d'ignorer la situation, comme s'il s'agissait d'une simple réprimande à l'encontre d'un enfant qui se comportait mal. Je ne savais pas si ma mère tremblait d'humiliation ou de terreur. Elle n'était plus capable de faire la différence entre les deux. Je voulais parler, je voulais dire n'importe quoi au colonel. Cependant, mon entraînement que j'avais suivi dans ma vie personnelle et professionnelle m'avait appris à attendre, examiner l'espace, laisser tomber les pièces, parce que parfois, il vaut mieux se taire que se mettre en colère. Et l'un d'eux était celui-ci. Quelque chose a changé dans les yeux du colonel lorsque je l'ai regardé, un moment de lucidité. Un léger serrement de mâchoire, il a évité de regarder mon beau-père.
Tout semblait se mettre en place pendant qu'il m'observait. J'ai alors réalisé que le masque que je portais depuis si longtemps pouvait enfin tomber. Il commençait à se dévoiler à travers quelqu'un. Il connaissait mon nom. Cela était évident. De plus, il n'avait pas encore atteint le dessert. J'ai découvert à l'âge de 17 ans qu'un esprit vif pouvait déjouer n'importe quelle épée. De plus, personne ne songerait jamais à vous le prendre si vous le portiez de manière suffisamment discrète. Les fêtes et les divertissements occupèrent les soirées de mes camarades de classe. Cependant, je passais les miennes dans des bibliothèques désertes à faire des recherches sur les tactiques utilisées lors de conflits depuis longtemps oubliés dans les livres d'histoire et à mener des simulations. Je ne faisais rien parce qu'on me le demandait. Et je n'étais certainement encouragée par personne. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité et où le respect des règles avait un sens. Alors je le faisais. Les équations ne vous criaient pas dessus. Les cartes ne levaient pas le poing. Les algorithmes étaient toujours honnêtes. Il y avait de la clarté dans leur univers. Dans le mien, la prochaine éruption était toujours imminente. Je me souviens encore très bien de la première fois où ils m'ont placé devant la simulation Polaris. L'exercice était censé être trop difficile à réaliser pour quiconque n'était pas un policier expérimenté. La seule raison pour laquelle j'étais là, c'est parce que quelqu'un trouvait amusant de montrer à une jeune fille jusqu'où elle pouvait tomber avant d'échouer. Je n'ai pas trébuché. J'ai immédiatement remarqué des schémas. Les lacunes dissimulées par le chaos, la façon dont les lignes ennemies se replièrent sur elles-mêmes. L'entraînement a duré 5 minutes. La flotte ennemie fictive a été encerclée et vaincue. Ils ont cru qu'il y avait un bug dans le système. Ils ont recommencé. Je l'ai battu encore plus rapidement. Je me suis abstenue de me vanter, je n'ai pas souri. J'ai simplement pris du recul et laissé le silence parler. À partir de là, les portes se sont ouvertes lentement et silencieusement. Je n'ai pas été mise sur un piédestal ni exhibée. Au contraire. J'ai été entraînée dans des endroits où je n'avais pas le droit d'être et j'ai eu accès à des problèmes que des adultes 2 fois plus âgés que moi ne pouvaient résoudre. Ils étaient curieux, parfois dubitatifs, et parfois éprouvants lorsqu'ils me parlaient à voix basse. J'ai découvert que je ne devais jamais leur en dire trop afin qu'ils puissent voir à quel point mes idées étaient déjà avancées, mais juste assez pour les garder intéressés. J'ai développé cet équilibre comme une compétence de survie. Je ne montre jamais l'ensemble du tableau à personne. À l'âge de 19 ans, je rédigeais des rapports tactiques qui se retrouvaient sur des bureaux dont je n'étais pas censée avoir connaissance. Aucun d'entre eux ne portait mon nom. Ce n'était bien sûr pas le but. Le but était de contribuer, de créer et de résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Il m'arrivait parfois de voir mes propres mots reformulés sous le nom de quelqu'un d'autre. Je m'en fichais, si cela permettait de sauver des vies. La paternité de ces idées n'avait aucune importance. Néanmoins, pendant mes moments de calme, je tenais des journaux dans lesquels je consignais des notes, des images et des idées que moi seule pouvais comprendre. Ils servaient de preuve que je n'inventais pas ce monde secret. J'ai pris conscience de la rancœur qui m'entourait vers l'âge de 20 ans. J'ai commencé à être perçue comme un danger par ceux qui étaient employés depuis des années et qui avaient développé leur carrière de manière progressive et systématique. Ils discutaient à voix basse des raccourcis, des partialités et des erreurs de timing. Ils ne remarquaient pas que j'étudiais les échecs plus attentivement que les succès, ni que je passais mes nuits à regarder des cartes jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que les lignes deviennent floues. Ils ne se rendaient pas compte que mes efforts étaient toujours motivés par la nécessité plutôt que par la fierté. Je ne pouvais pas me permettre d'échouer, ni dans ma vie, ni à la maison, ni dans les endroits où l'on me considérait enfin comme importante. L'ironie, c'est que mes proches n'étaient pas au courant de tout cela. Ma mère me demandait seulement si je mangeais suffisamment et si je dormais assez. Elle ne posait pas d'autres questions sur l'autre question. Mon beau-père ne m'a jamais posé la moindre question. Pour lui, j'étais juste une fille studieuse, trop discrète pour attirer l'attention et trop douce pour réussir dans le monde réel. Il se vantait de sa propre carrière, de ses difficultés et de son ascension progressive dans la hiérarchie, mais il ne s'est jamais demandé pourquoi ses supérieurs continuaient à venir à la maison pour s'enquérir de moi. Quand ils le faisaient, je faisais comme s'ils étaient des mentors, des instructeurs, des amis ou des parents. Il ne s'en souciait pas assez pour le remarquer. Donc il ne s'est jamais posé de questions. J'ai délibérément maintenu cette situation. J'étais consciente des conséquences si jamais il venait à découvrir mes progrès et mes accomplissements. C'était plus que son orgueil n'aurait pu supporter. Sa voix serait devenue plus dure, ses poings plus forts, et son envie aurait rongé le peu de stabilité qui nous restait. J'ai donc tout caché. Je gardais mes uniformes sous clé. Mes identifiants de connexion étaient rangés dans des dossiers scellés. Il y avait 2 univers dans ma vie.
celui où j'étais confinée et celui auquel j'appartenais. Il y avait des moments où je me demandais si le fait de cacher la vérité me rendait plus fort ou ne faisait qu'alimenter la noirceur que je portais déjà en moi. Il était fatigant de maintenir l'équilibre entre la tranquillité d'un côté et la brillance de l'autre, afin qu'aucun des deux ne détruise la vie que j'avais méticuleusement construite. Mais comme la persévérance était la seule langue que j'avais apprise depuis mon enfance, j'ai persévéré sans ciller. Je pouvais endurer des heures de rage, sans me précipiter. Je pouvais attendre que les tempêtes passent, et j'ai découvert dans cette patience une arme plus incisive que n'importe quelle éruption. Plus je m'élevais, plus je paraissais jeune par rapport à ceux qui m'entouraient, et plus on me qualifiait d'exception, de prodige ou de curiosité. Ce n'est pas ainsi que je me suis toujours perçue. Cela me semblait être une forme différente de survie. Anticiper le changement dans les formations ennemies n'était pas si différent que cela si vous aviez été élevé pour prédire le changement de ton d'une personne avant que le premier coup ne soit porté. Cacher ces tactiques jusqu'au moment opportun devenait instinctif si vous appreniez à dissimuler certains aspects de vous-même afin qu'ils ne puissent pas être brisés. Je reconnaissais ce que les autres percevaient donc comme une compétence, comme un entraînement, le genre que l'on ne choisit jamais, mais que l'on porte en soi pour toujours. À 24 ans, j'avais des obligations que je n'aurais jamais imaginées quand j'étais jeune. Dans les couloirs, j'étais honorée par des hommes 2 fois plus âgés que moi. Des femmes plus expérimentées respectaient mon jugement, mais rien de tout cela n'existait à la maison. Je restais la fille réservée à la maison, débarrassant la table, baissant les yeux lorsque mon beau-père parlait et occupant les marges pour laisser son ego occuper toute la place. Cette dichotomie était oppressante. Le respect gagné grâce à mes compétences était le fondement d'une vie, le silence et la persévérance maintenant l'autre. Je croyais pouvoir séparer définitivement ces deux mondes. Je croyais que personne n'associerait jamais les techniques de manipulation mentale utilisées derrière des portes closes à Emma James, la fille réservée à table. Cependant, les secrets ne durent pas éternellement. Ils ne sont pas permanents. Il suffit d'une question posée au mauvais moment, d'un regard du bon œil et d'une petite erreur qui passe inaperçue pour que tout bascule. Lorsque le colonel m'a regardé à table ce soir-là, j'ai su que mes 2 vies étaient en train de fusionner et que je ne pouvais rien faire pour l'empêcher. Même si ce n'était pas un repas chaleureux, le dîner avait toujours été une tradition dans notre maison. Ma mère était assise en silence à côté de mon beau-père, qui présidait le spectacle comme un juge autoproclamé chaque soir, tandis que je me tenais quelque part, entre le public et les domestiques. La table était suffisamment petite pour nous garder à portée de sa colère, mais suffisamment longue pour créer un espace. J'ai appris à mesurer chaque bruit, le grattement d'un couteau, le tintement d'un verre, le raclement de gorge délibéré, comme des messages dans une langue que moi seule pouvais comprendre, et j'ai appris à garder les yeux rivés sur la nourriture la plupart des soirs. C'était une routine qui servait de masque à la survie, mais ce soir-là, le poivre était différent. Il avait demandé à ma mère de préparer des plats qu'elle n'avait pas cuisinés depuis des années, repasser son uniforme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun pli et nettoyer ses chaussures 2 fois. Comme si toute la soirée était une pièce de théâtre dont il était la vedette. Il répétait ses histoires à voix haute et répétait les répliques qu'il comptait dire en faisant les 100 pas dans le salon pendant les heures qui précédaient le coup de sonnette. Mon beau-père s'est redressé comme un soldat appelé à l'attention lorsque le colonel Granger est enfin arrivé, imposant et calme, avec l'air d'un homme qui en avait vu assez pour être imperméable à la flatterie. Il l'a accueilli avec une énergie tendue qui a imprégné toute la pièce, a ri trop fort et a serré la main de son supérieur trop vigoureusement, comme d'habitude. Je commençais par rester en retrait, apportant les plats de la cuisine, dressant la table et versant l'eau. Les coins des lèvres de ma mère tremblaient comme des fils trop tendus, mais elle s'efforçait de sourire. Elle me jeta un seul regard, ses yeux exprimant le regret de quelque chose qu'elle ne pouvait empêcher. Nous étions tous conscients de l'objectif de la soirée. Mon beau-père essayait de s'imposer et de gagner la faveur d'un homme dont il avait désespérément besoin. Le spectacle était plus important que le dîner lui-même. La visite du colonel avait une autre signification. Mon beau-père considérait cet examen comme un test final qu'il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Tout a commencé de manière assez anodine. Avec le rythme de quelqu'un qui s'est entraîné devant le miroir, mon beau-père a commencé à raconter des histoires sur ses missions précédentes, chacune exagérée au-delà de toute reconnaissance. Lorsque ma mère a commencé à donner des détails, il l'a interrompu, a ignoré ses tentatives pour combler les lacunes et a continué à fixer le colonel comme s'il n'y avait rien d'autre dans la pièce. Je connaissais bien cet aspect de sa personnalité, celui qui s'épanouissait grâce à une fierté empruntée et qui déterminait sa valeur en regardant les autres dans les yeux
Il adorait ces moments où il croyait qu'en s'appuyant sur les épaules des autres, il pourrait atteindre de nouveaux sommets. Cependant, le colonel était un auditeur difficile, il écoutait et acquiesçait de temps en temps. Mais ses expressions faciales étaient contrôlées. Ses réponses brèves et son attention n'étaient jamais aussi concentrées que mon beau-père l'aurait souhaité. Chaque fois que le silence s'éternisait, mon beau-père le remplissait d'une nouvelle vantardise, sa voix plus forte que ses mots, comme s'il examinait chaque phrase et disséquait chaque déclaration jusqu'à sa forme la plus élémentaire. Le colonel restait impassible. Je l'ai tout de suite senti. Il n'était pas impressionné, et le danger suivait généralement lorsqu'un homme comme mon beau-père reconnaissait qu'il échouait. Afin de retarder le moment où il se tournerait vers moi, je m'efforçais de garder la tête baissée, de me concentrer sur mon assiette et de manger lentement. Au fil des ans, j'avais découvert que moins je parlais, plus j'étais en sécurité. Cependant, la sécurité est fragile, et le silence peut attirer l'attention. Le regard du colonel se tourna vers moi, droit et inébranlable. « Et vous, Mademoiselle James ?» remarqua-t-il d'un ton froid mais curieux. « Que faites-vous » L'air semblait étouffant. Avant que je puisse répondre, mon beau-père fit un geste de la main pour écarter la question, et rit. D'un ton léger et d'un regard méfiant, il ajouta « Ce n'est qu'une fille qui passe son temps le nez dans les livres, perdue dans son propre monde. Elle se cachait toujours dans un coin. Il n'y a rien qui puisse vous ennuyer. Monsieur ?» Le colonel resta impassible. Il se pencha légèrement en arrière et me regarda avec un regard qui ressemblait moins à une interrogation qu'à un examen. Avec des mots mesurés, il répondit « Les livres sont rarement ennuyeux. » « Quel livre ?» Je marquai une pause. Répondre honnêtement signifierait attirer l'attention que j'avais évitée pendant des années. Mentir me rendrait invisible et corroborerait l'histoire de mon beau-père. Je parlais doucement, en baissant les yeux vers mon assiette, d'histoire, principalement de plans de campagne précédente. J'espérais que la simplicité de ma réponse mettrait fin à la conversation. Alors je m'en tins là. Ce ne fut pas le cas. Avec un léger hochement de tête, l'interrogation du colonel se transforma en reconnaissance, comme s'il connaissait déjà la réponse qu'il cherchait. Il posa une autre question trop détaillée et trop ciblée. « Avez-vous déjà utilisé des simulations dans votre travail ?» demanda-t-il. Comme un déclencheur, le mot resta suspendu dans l'air. Le poing de mon beau-père se crispa autour de sa fourchette tandis qu'il se tendait. Sa performance, qui souffrait déjà du manque d'attention du colonel, risquait désormais de s'effondrer. Sa voix était rauque, mais il se força à rire. « Colonel, ne vous inquiétez pas pour elle. Elle ne ferait pas la différence entre un conte de fées et une simulation. Elle lit juste pour s'évader. » Le colonel garda son regard fixé sur moi. Il attendit. Je réalisais à ce moment-là que les barrières que j'avais érigées entre mes deux vies commençaient à s'effondrer. Quelqu'un avait percé à jour mon masque. La transition s'est produite à ce moment-là. Mon beau-père s'est mis en colère contre moi parce qu'il avait peur de perdre le contrôle de l'histoire. Ce n'était pas nouveau. Je l'avais déjà vécu d'innombrables fois auparavant, cette fois-ci. Cependant, il m'a attaqué ici, devant l'homme dont il désirait le plus l'approbation, plutôt que dans l'intimité de notre maison ou alors que personne d'autre n'était présent. Ses jointures ont frappé ma joue, alors que sa main bougeait plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le choc a été instantané et le bruit perçant, mon assiette a tremblé, le verre a tremblé. Malgré son allaitement, ma mère est restée immobile. À mi-chemin des lèvres du colonel, la fourchette s'est figée. Il n'a rien dit, mais ses yeux se sont légèrement plissés. Le coup lui-même n'était pas aussi violent que le silence qui a suivi. Lorsque mon beau-père a réalisé ce qu'il avait fait, il s'est efforcé de se rattraper en marmonnant quelque chose à propos de la discipline et de la nécessité de corriger les enfants. Cependant, ses mots étaient hésitants, son discours manquait de conviction. Je suis restée immobile, les mains calmes, la joue brûlante. J'avais compris que je ne devais jamais lui donner satisfaction en réagissant. La pièce était plongée dans un silence tendu que personne n'osait rompre. Je pouvais sentir le regard du colonel se durcir pendant ce silence, comme s'il évaluait non seulement l'agressivité de mon beau-père, mais aussi la façon dont je la gérais. À cet instant, nous avons échangé un message tacite. Mon beau-père et ma mère ignoraient en quelque chose. La reconnaissance. J'ai réalisé que le masque que je portais depuis des années tombait. Même si je restais silencieux et ne montrais aucun signe de ce que je ressentais, la nuit était loin d'être terminée. Et le colonel en avait été témoin. Ce dont je me souvenais, ce n'était pas le coup lui-même. La douleur et les ecchymoses finissent par disparaître. Mais le bruit qui avait suivi. Louis, je m'en souvenais clairement. Le lent cliquetis des couverts lorsque mon assiette avait bougé, le verre qui avait roulé de quelques centimètres avant de s'arrêter. Et le halètement de ma mère avant qu'elle ne referme la bouche.
comme si elle ravalait le son dans sa poitrine. Le coup lui-même n'était pas aussi lourd que le silence qui a suivi. Les mots ne pourraient jamais décrire la façon dont il a rempli l'espace. Je me suis brièvement demandé si les murs eux-mêmes s'étaient arrêtés, anticipant ce qui allait suivre. La zone derrière ces jointures était déjà sensible et ma joue me faisait mal. Cependant, je suis resté droit. Je m'étais préparé à cela, se courber. C'était lancer une invitation, se recroqueviller, c'était abandonner du terrain. Je ne l'ai donc pas fait, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Mon beau-père s'assit en face de moi, la main posée nonchalamment sur la table. Il sourit, se cala dans sa chaise et but une gorgée de vin. Je pouvais tout deviner à partir de ce rictus. Il pensait avoir repris le contrôle, qu'un seul coup avait rétabli l'ordre qu'il recherchait désespérément. Les mains de ma mère tordirent sa serviette en nœud serré tandis qu'elles tremblèrent contre elle. Elle évitait le contact visuel. Dans des moments comme celui-ci, elle ne le faisait jamais. Comme si elle pouvait s'échapper dans le grain du bois en le fixant suffisamment fort. Ses yeux restèrent concentrés sur la table, sur un point imaginaire juste hors de portée. Je ne lui en voulais plus. J'avais depuis longtemps renoncé à ce qu'elle me protège. Dans la même maison où je souffrais, elle avait ses propres luttes et ses calculs silencieux qui lui permettaient de survivre. Cependant, la réaction du colonel était différente. Il ne s'est pas levé, n'a pas crié et n'a pas fait de déclaration grandiloquente. Il s'est contenté de regarder sa fourchette teintée de manière inquiétante sur l'assiette. Il a d'abord jeté un coup d'œil à mon beau-père avant de se tourner vers moi. Ses yeux n'étaient pas remplis de sympathie ni même d'indignation. C'était de la reconnaissance. Comme une confirmation rapide d'un soupçon, sentant l'attention portée sur lui, mon beau-père a rapidement clarifié sa position. Il a haussé les épaules et a marmonné « Discipline ». Ce qui l'a fait rire, de nos jours, les enfants oublient constamment leur place. Comme pour balayer tout cela d'un revers de main, il a fait un geste de la main. Malgré sa confiance fragile, il s'est efforcé de la maintenir en parlant plus vite et en cherchant ses mots. « Colonel Timmins, vous êtes au courant de la situation ? L'ordre était maintenu d'une main de fer, comme cela a toujours été le cas. » Le colonel resta silencieux. Il continua à me fixer du regard, et je ne broncha pas. J'étais conscient que c'était une décision risquée. Cependant, quelque chose en moi m'empêchait de détourner le regard. J'avais été invisible, hors de vue, et prudent, ne divulguant que le strict nécessaire pendant des années, mais je sentais alors que je ne tirais plus aucun avantage de mon anonymat. La vérité, qu'elle soit exprimée verbalement ou non, a son propre poids, et le regard du colonel l'exigeait. Mon beau-père s'est énervé. Son rire s'est éteint et son rictus s'est estompé. Son verre était presque plein, mais il a attrapé la bouteille et s'est resservi. Il parlait maintenant plus fort, essayant de raconter à nouveau l'histoire, ignorant le liquide qui se répandait sur la nappe. Il a recentré la discussion sur ses propres réalisations, son propre service et sa propre définition de la force. Cependant, il est devenu de plus en plus évident que personne ne prêtait attention à ses propos. J'ai délicatement touché ma joue du bout des doigts tout en faisant semblant de me recoiffer. J'étais ancrée dans le présent par la chaleur qui émanait de ma peau, qui me rappelait où je me trouvais. J'avais connu pire que ce coup. Des moments où la douleur avait été plus intense et l'humiliation plus profonde. J'avais vécu des situations bien plus périlleuses qu'un dîner familial violent. Cependant, comme cet événement n'était plus caché derrière des portes closes, il avait étrangement pris une autre dimension. Il avait été vu, et une fois vu, il était impossible de l'effacer. Finalement, le colonel prit la parole d'un ton calme et déterminé. Ce n'était pas nécessaire, juste 4 mots, à peine audibles, mais suffisants pour briser le jeu que mon beau-père essayait de maintenir. Mon beau-père a écarté cette remarque d'un autre rire précipité. Un malentendu ? Monsieur, elle sait qu'elle ne doit pas le prendre personnellement. N'est-ce pas, Emma ? Avec un sourire aussi tranchant qu'une épée, il s'est tourné vers moi et m'a mise au défi de le contredire. Je ne répondis pas tout de suite. L'atmosphère entre nous était tendue et le silence s'éternisait. Puis je lui fis un simple signe de tête, ce qui sembla lui plaire. Cependant, le regard que je posais sur le colonel révéla la vérité. Mon beau-père et moi n'étions pas d'accord. J'indiquais quelque chose de très différent. J'étais consciente de ce dont le colonel avait été témoin et je ne le réfuterais pas. Le dîner se poursuivit. Mais le rythme avait changé. Mon beau-père devint agité. Ses gestes plus appuyés, ses récits plus succincts, il tentait de reconstruire ce qui s'était déjà effondré, comme si son corps ne pouvait pas suivre entièrement ses instructions. Ma mère déplaçait les assiettes sans manger, les mains maladroites, laissant tomber des petits pois sur la table. Le colonel mangeait délibérément et lentement, sans jamais vraiment détourner son regard de moi. Quelque chose s'est éveillé en moi que je ne m'étais pas autorisée à remarquer depuis des années. Cela ressemblait plus à de l'attente qu'à de l'humiliation ou de la colère.
Le coup, le silence, la reconnaissance. Je ne pouvais ignorer cette séquence. J'avais séparé mes deux vies pendant longtemps, gardant l'une secrète de l'autre. Cependant, cette séparation s'est effondrée à cette table. Dans cette pièce, il y avait plus que de la violence dans ce coup. Ce qui se cachait en dessous avait été révélé par l'étincelle, et même si mon beau-père croyait qu'un seul coup de poing avait rétabli son autorité, il avait involontairement déclenché une série d'événements qui échappèrent déjà à son contrôle, car le colonel allait bientôt prononcer mon nom, qu'il connaissait. Au début, tout s'est passé si subtilement que j'étais presque certain d'avoir rêvé. La voix de mon beau-père s'est élevée dans une tentative frénétique de reprendre le contrôle, alors que le dîner se poursuivait et qu'il parlait trop fort de choses auxquelles personne ne croyait. La fourchette du colonel tomba alors de sa main, elle frappa l'assiette dans un bruit métallique retentissant, mais le véritable bruit vint dans le silence qui suivit. Son regard était fixé sur moi, mais il s'agissait désormais d'une reconnaissance incontestable plutôt que d'une simple interrogation. « Emma James », répéta-t-il lentement, comme s'il pesait la signification de ce nom, comme si le fait de le prononcer à voix haute validait quelque chose qui le tracassait depuis qu'il s'était assis. Son visage changea d'expression, non pas par étonnement, mais plutôt comme lorsqu'une pièce de puzzle s'emboîte soudainement. Je me sentis glacée, pas extérieurement, je restais droite et croisais les mains sur mes genoux. Mais je sentais à l'intérieur de moi que la séparation méticuleuse de ma vie s'effondrait. Il n'essayait pas seulement de découvrir qui j'étais, il le savait déjà. Il se souvenait. Se penchant en avant, le colonel parla d'une voix calme et déterminée. « Emma James. » De la simulation Polaris. Avec une précision chirurgicale, les mots tranchèrent l'air au-dessus de la table. Mon cœur se mit à battre, à tout rompre. Mais je maintenais le contact visuel avec lui et acquiesçais légèrement de la tête. Une affirmation subtile mais sans équivoque. Mon beau-père a tenté de rompre le silence par un rire forcé et bruyant. « Je pense que vous vous trompez. Monsieur, c'est simplement une fille qui lit beaucoup. Quoi qu'il en soit, elle n'en a aucune connaissance. » Comme s'il savait lui-même qu'il perdait pied, sa voix s'est brisée sur la dernière syllabe. Il a repris son verre et a avalé le vin d'un trait plutôt que de le savourer. Le colonel ne lui prêta aucune attention. Son regard resta fixé sur moi. Il dit, sans me quitter des yeux. « J'ai lu des rapports où figurait votre nom. Des écrits qui dépassaient largement l'âge qu'on vous attribuait, des ébauches de manœuvres tactiques. Je pensais qu'il s'agissait d'une sorte de mythe, d'un surnom utilisé pour motiver les gens, mais à présent, il laissait planer cette idée, la conclusion étant évidente sans qu'il ait besoin de la formuler. À chaque seconde qui passait, la pièce semblait rétrécir. La confiance de mon beau-père s'amenuisait à mesure qu'il s'agitait nerveusement. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, elle n'est pas celle que vous croyez. C'est ma fille. C'est tout ce qu'elle est. Ne lui remplissez pas la tête avec... » Il s'interrompit soudainement, réalisant que le colonel ne l'écoutait pas. Comme du verre brisé, ses mots tombèrent sur la table, sans effet. Le visage de ma mère était empreint d'incertitude tandis que ses yeux passaient rapidement de l'un à l'autre. Elle ne m'avait jamais posé de questions sur mon travail, au-delà des réponses évasives que je lui avais données, et maintenant, je pouvais sentir l'horreur fleurir dans ses yeux, alors que j'entendais un étranger prononcer mon nom d'un ton solennel. Elle avait peur de la réalité qu'elle n'avait jamais osé découvrir. Pas de moi. Avec un profond soupir, le colonel sembla se ressaisir. Tout au long de ma carrière, j'ai été témoin de la grandeur, mais je n'ai jamais connu ce que j'ai lu sous votre nom. Des tactiques qui ne pouvaient s'apprendre à l'école, un état d'esprit qui considérait le conflit comme un schéma à briser et à reconstruire plutôt que comme de l'anarchie. Je n'aurais jamais pensé vous voir dans ces conditions. À cette table, le poids de ses mots pesait sur l'atmosphère, intensifiant son regard tandis qu'il parlait. Il y eut un silence pendant 1 minute, agité et nerveux. Mon beau-père tapotait nerveusement la nappe, mais il n'osa pas intervenir à nouveau. Loin de l'homme qui était arrivé ce soir-là prêt à en découdre, il était désormais pâle. Son envie de dominer s'effritait face à un homme qui venait de lui couper l'herbe sous le pied, et je voyais les fissures dans sa confiance grandir. Je ne donnai pas de réponse directe au colonel. Je n'avais pas besoin de le faire. Tacite mais inébranlable, la reconnaissance avait déjà été échangée entre nous. L'aspect de moi-même que j'avais dissimulé était soudainement exposé, mis en lumière par la reconnaissance plutôt que par choix. Mon beau-père fit une dernière tentative pour reprendre le contrôle de la situation. Cela semblait creux, mais il feignit un rire. « Colonel, vous avez été mal informé, quoi que vous pensiez d'elle ? C'est faux. Elle manque d'expérience et est trop jeune. 5 minutes à l'extérieur de cette maison lui seraient fatales. » Il m'a fait signe de partir d'un geste dédaigneux, mais sa voix manquait de conviction. Il avait fondé son autorité sur l'idée que j'étais invisible,
Mais quand quelqu'un choisit de vous regarder dans les yeux, l'invisibilité disparaît. Finalement, le colonel s'est tourné vers lui. Ses paroles calmes cachaient une grande détermination. Vous ne savez pas qui est assis à votre table. N'est-ce pas ? En réalité, cette interrogation n'était pas une question. C'était une remarque déguisée en fait que mon beau-père n'était pas prêt à affronter. Je voyais mon beau-père trébucher devant un autre homme pour la première fois. Il ouvrit les lèvres, mais aucun mot ne sortit, tandis que ses épaules bougeaient maladroitement. Il avait toujours utilisé l'intimidation pour contrôler et le ton fort pour commander. Cependant, il se retrouva sans rien une fois que je l'eus reconnu. Je pris conscience que le dîner ne tournait plus autour de la performance de mon beau-père lorsque le regard du colonel revint vers moi. Le rapport de force avait changé. Ce qui allait suivre ne concernerait plus ses tromperies ou ses efforts frénétiques pour impressionner. Il n'y avait plus de retour en arrière possible après que la soirée eut pris un tournant irréversible. Le colonel continua à m'observer tout en se calant dans son fauteuil. Même si sa voix était basse, elle avait un poids qui faisait taire tout le reste. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Ses yeux se plissèrent légèrement, comme s'il réfléchissait à la manière de réagir à cette révélation. Et même si je restais silencieux et n'apportais aucune autre preuve, je savais que cette reconnaissance suffirait à réduire à néant tout ce que mon beau-père croyait avoir accompli ce soir-là. Le monde ne vous regardera plus jamais de la même façon lorsque quelqu'un comme le colonel Granger vous nomme, et mon beau-père commençait à réaliser que le sol sous ses pieds s'effritait déjà. Même s'il s'efforçait de paraître indifférent, l'atmosphère dans la pièce changea dès que le colonel prit la parole. Même si sa voix était calme et posée, chaque syllabe était empreinte d'une puissance indéniable. Les yeux fixés sur mon beau-père, il ordonna. « Retirez-vous » Ce n'était pas une recommandation, un conseil, ni même une réprimande. C'était un ordre. À mesure que les mots faisaient leur effet, le sourire de mon beau-père vacilla et sa posture se raidit. Il s'attendait à de l'adoration, de l'acceptation, voire de l'amitié. Au lieu de cela, il reçut un jugement sévère et incontestable. Mon beau-père émit un son fragile en essayant d'en rire pendant un moment. Avec tout le respect que je vous dois, Colonel, c'est ma maison. Vous ne comprenez pas ? Elle est juste. Il buta sur ses propres mots, les coupant en morceaux. Ses doigts tremblèrent légèrement, le trahissant alors qu'il me faisait signe de partir d'un geste dédaigneux. Il avait répété son masque de confiance tout l'après-midi, mais celui-ci glissait et il ne savait pas comment le maintenir en place. Le colonel resta imperturbable, son regard se durcit alors qu'il se penchait en avant. « Vous l'avez frappé devant moi ? Vous pensez que je vais rester là à faire comme si de rien n'était ? Vous croyez que personne n'a remarqué votre geste ? » Chaque phrase prononcée d'une voix de plus en plus grave était délibérée et sans interruption. Vous avez agi avec arrogance, comme si la cruauté était un privilège qui vous était accordé à cette table. Et vous avez attaqué non seulement une jeune femme, mais aussi quelqu'un dont le nom a un poids qui dépasse largement votre compréhension. C'est fini maintenant ? Mon beau-père s'arrêta. Il avait toujours pensé que ces actes de violence étaient vraiment personnels, protégés par le calme d'un foyer trop effrayé pour le remettre en question. Ils avaient été dénoncés, exposés au grand jour, et l'avant mis à nu d'une manière qu'aucun coup physique n'aurait jamais pu faire. Il cligna des yeux, cherchant ses mots. Une explication qui l'aiderait à retrouver son équilibre. Cependant, le colonel lui refusa cette opportunité. Le colonel a déclaré, d'une voix de plus en plus déterminée, « Vous venez de porter la main sur un officier supérieur. » Le visage de mon beau-père est devenu pâle et il a sursauté. « Quoi ?» Il a trébuché, son expression était celle de la stupéfaction, et le mot était plus un réflexe qu'une réflexion. Les yeux écarquillés, il s'est brusquement tourné vers moi, cherchant à s'assurer qu'il n'était pas déjà au bord du précipice. Je ne lui ai rien donné. Cependant, je savais qu'il n'avait plus rien à récupérer. Alors j'ai gardé mon calme et mon regard fixe. Le colonel se tenait debout, sa chaise raclant le sol, le bruit ressemblant à une lame tranchant le silence. « Vous êtes en état d'arrestation ?» Le poids d'un destin certain pesait sur ses mots. Aucun doute, aucune hésitation. Dès qu'ils furent prononcés, la punition fut exécutée. Les jointures blanchies. Ma mère agrippa la nappe en haletant. Ses lèvres tremblaient, comme si elle voulait protester, mais n'en avait pas le courage. Tandis qu'elle me regardait, puis lui, et enfin le colonel, le visage déformé par la rage, mon beau-père bondit. Il hurla. « Vous ne pouvez pas faire ça. » Retrouvant dans un dernier élan désespéré son faux courage, « C'est ma famille et ma maison. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. » Et la posture du colonel suffit à le faire taire. Il dégageait une autorité qui n'avait pas besoin d'armes ni de danger extérieur. « Vous allez vous asseoir, » dit-il. Bien avant qu'un coup de feu ne puisse briser les hommes,
Sa voix témoignait d'années de domination. Je vis mon beau-père marquer une pause pour la première fois. Son corps le trahit en ne bougeant pas face à la puissance de l'ordre, même si sa poitrine se soulevait et que ses mains étaient crispées sur les côtés. Le colonel fit signe vers l'entrée. 2 policiers qui attendaient dehors entrèrent quelques secondes plus tard. Les yeux de mon beau-père s'écarquillèrent de surprise. Il n'avait pas remarqué leur présence et n'avait pas pensé que le colonel ne serait pas venu seul. Avant qu'il n'ait pu réagir, les policiers se sont déplacés avec précision, se plaçant derrière lui et lui saisissant fermement les bras. Il s'est débattu une fois pour tenter de résister, mais c'était faible et maladroit. « Lâchez-moi » a-t-il crié, la voix cassée. Mais sa demande a été ignorée. Je suis resté assis en silence et j'ai regardé l'homme qui avait contrôlé notre foyer par la rage et la terreur être réduit à un simple personnage, luttant contre le destin. Besoin d'encouragement. Il jeta un regard vers ma mère, mais elle était incapable de le regarder dans les yeux. Sa bouche se tordit de choc et de rage lorsqu'il se tourna vers moi, comme si le mot lui-même était un poison. Il cracha. « Toi, c'est toi qui es responsable de tout ça ?» Sa voix avait perdu toute son assurance et était désormais rauque. Je ne lui répondis pas. Je n'avais pas besoin de le faire. Sans un mot, la vérité flottait dans la pièce. Il s'était considéré pendant des années comme un dictateur intouchable dans sa propre maison, et en une seule nuit, sa vanité l'avait conduit à sa perte. Alors que les officiers l'emmenèrent, le colonel se tenait à côté d'eux. Il déclara : « Vous avez déshonoré votre uniforme, votre serment et les hommes et les femmes que vous prétendez servir. » Sa voix était désormais plus froide que le feu ne pouvait la faire fondre. « Ce soir, c'est le dernier jour de votre carrière. Ce soir, c'est le dernier jour de votre liberté. Vous n'êtes plus aux commandes ici. » La voix de mon beau-père s'est brisée alors qu'il se débattait à nouveau. Ce n'est pas possible. Elle ment. Elle n'est rien. Cependant, plus il criait, plus son désespoir devenait évident. Le silence, le nôtre, celui de sa famille et celui des murs de la maison, avait toujours été le fondement de son autorité. Ses commentaires n'étaient plus que du bruit maintenant que le silence avait été rompu. Il se débattait inutilement tandis que les policiers le tiraient vers l'entrée, ses talons griffant le sol. Je ne savais pas si ma mère pleurait pour elle-même ou pour lui, mais elle le faisait silencieusement, le visage enfoui dans ses mains. Mon cœur était calme, ma respiration régulière, et je restais immobile. Le voir partir n'était pas une victoire. Je ne ressentais même pas de soulagement. Il était enfin rattrapé par l'inévitable. Le colonel m'a jeté un autre regard avant de partir. Ses yeux exprimaient désormais plus qu'une simple reconnaissance. Ils exprimaient du respect, de la compréhension et peut-être la promesse que ce qui avait été caché ne serait plus tenu secret. La maison semblait différente, plus légère, vide et nue à la fois, comme si les murs eux-mêmes se réajustaient à un nouvel ordre alors que la porte se refermait derrière eux. La table était silencieuse pour la première fois depuis des années, non pas par peur, mais à cause de l'absence. Je savais aussi que la nuit était loin d'être terminée, alors que j'étais assis là, ma fourchette toujours posée sur le bord du repas froid que je n'avais pas mangé. L'arrestation n'était qu'un début, car la vérité ne peut être effacée une fois qu'elle a été dite à haute voix, comme si la maison elle-même avait besoin de temps pour s'habituer à la perte de l'homme qui l'avait occupée pendant tant d'années avec sa voix, ses ordres et son ombre. Le bruit de la porte se refermant derrière mon beau-père résonna plus longtemps qu'il n'aurait dû. Rien n'avait changé, mais la salle à manger semblait plus grande. La table était telle qu'elle était avant que la tempête ne commence. Les chaises étaient les mêmes et les plats étaient toujours là, mais ils refroidissaient. Cependant, l'air avait changé, devenant plus pur mais plus rare. Comme dans une pièce où le feu s'était enfin éteint, le visage enfoui dans ses mains, ma mère était assise, la tête baissée. La serviette qu'elle tenait dans sa main était trempée de larmes serrées entre ses doigts, comme si elle avait peur de la lâcher de crainte de reconnaître la souffrance qu'elle avait endurée. Je voulais lui dire que c'était fini en tendant la main par-dessus la table. Cependant, je savais que ce n'était pas aussi simple. Les fins n'étaient jamais claires pour elle. Elle était prudente à cause de ces années de silence. Et cette prudence persistait même après que la menace était passée. Je restais immobile, même si mon visage me faisait encore mal à l'endroit où son poing m'avait frappé. Ma fourchette reposait paisiblement sur le bord de mon assiette. Seul le poids du moment demeurait alors que la douleur s'estompait. Ce sentiment de calme après l'effondrement était nouveau, mais la douleur était ancienne. Je n'avais pas encore décidé si je devais y croire ou non. Le visage du colonel s'adoucit, mais il se tenait toujours droit, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire. Il me regarda, puis regarda ma mère. Il resta silencieux pendant un long moment, et je compris pourquoi. Le silence d'une maison qui avait été perturbée pendant si longtemps
était trop grand pour être décrit avec des mots, mais sa voix était forte lorsqu'il prit la parole. « C'est fini », déclara-t-il. Ce soir-là, ces 3 simples phrases étaient plus vraies que toute autre chose. Sans lever la tête, ma mère acquiesça légèrement. Elle avait eu peur trop longtemps pour y croire aussi facilement. Je pouvais le voir à la façon dont elle serrait la serviette contre son visage et à ses épaules tremblantes. Lorsque l'indépendance arrive enfin, elle ne donne pas l'impression d'être libre au début. Elle donne plutôt un sentiment de vide. J'attirai à nouveau l'attention du colonel. Le poids de la révélation précédente planait entre nous, et ses yeux étaient toujours lucides. Mais maintenant, il y avait un autre élément, l'anticipation. Il semblait conscient que cette soirée avait non seulement révélé la mort de mon beau-père, mais aussi quelque chose à mon sujet qui ne pouvait plus être caché. Il n'a pas exercé de pression, il n'avait pas besoin de le faire. Le silence entre nous était suffisamment éloquent, même si mon beau-père n'était plus présent. Sa voix semblait encore résonner faiblement. Pendant des années, la maison avait été soumise à ses cris, ses ordres et ses accès de colère inattendus, et maintenant qu'il était parti, le silence envahissait ces vides comme une vague comblant l'espace vide. Je me demandais combien de temps il faudrait pour que les murs eux-mêmes oublièrent le son de sa voix. Finalement, ma mère baissa les mains, son visage était pâle et ses yeux étaient gonflés. Elle semblait coupable en me regardant. D'une voix fragile, elle a dit « J'aurais dû l'arrêter ». Elle n'avait pas parlé depuis l'arrestation jusqu'à ce moment-là. J'aurais dû, toutes ces années. Elle a secoué la tête et s'est interrompue. J'ai lentement plongé mon regard dans le sien. « Tu as réussi à t'en sortir, ai-je dit ?» Cela suffisait. J'ai été surpris de prononcer ces mots, mais je les pensais sincèrement. Elle avait elle-même porté des cicatrices profondes et invisibles. À sa manière, maman m'avait maintenue en vie, même si elle n'avait pas pu me protéger de tout. Parfois, le seul acte de rébellion viable est la survie elle-même. Tirant à nouveau sa chaise, le colonel s'assit, les mains jointes devant lui, bien que ce ne soit pas de la même manière que mon beau-père. Sa présence remplissait l'espace. Il n'y avait aucune oppression. Il semblait maintenir le calme pour nous jusqu'à ce que nous soyons prêts à y entrer nous-mêmes, car il était ferme et rassurant. D'un ton concluant, il déclara « La justice s'occupera de lui maintenant. Il ne reviendra pas ici. » Ses remarques étaient si claires qu'il n'y avait pas de place pour les questions. Je lui faisais confiance. Le souffle tremblant, ma mère ferma les yeux. La graine était semée, mais il lui faudrait plus de temps pour y croire. Finalement, je levai à nouveau ma fourchette et commençai à découper le rôti froid dans mon assiette. Après ce qui venait de se passer, ce geste me semblait presque ridicule. Mais il me procurait un sentiment de stabilité. Manger me rappelait que, malgré les turbulences, la vie continuait. Après m'avoir observé pendant un moment, ma mère a pris ses couverts à contre-cœur. Même si elle n'a pas beaucoup mangé, ce geste était significatif. Il marquait le début de la transformation de la table en un endroit autre qu'un champ de bataille. Le colonel n'a plus touché à son assiette. Il a gardé un œil attentif sur la situation. Par respect plutôt que par méfiance. Il avait vu suffisamment de choses dans sa vie pour comprendre que la guérison prend du temps. Même s'il nous laissait un peu d'espace, sa présence me rappelait que cette soirée était plus qu'une simple réunion familiale ou une dispute à table. Des choses plus importantes avaient été dites. Des choses qui ne pouvaient être passées sous silence. Ma mère s'est excusée et s'est retirée dans la cuisine lorsque les plats ont enfin été débarrassés. Je l'ai vue partir, marchant d'un pas délibéré mais chancelant, comme si elle devait bouger pour ne pas s'effondrer. Je n'y ai pas prêté attention. Son chemin était de ceux qu'il fallait parcourir seul. Le colonel était toujours assis de l'autre côté de moi. Ses yeux reflétaient toujours ce mélange d'attente et de familiarité tandis qu'il m'examinait en silence. Je comprenais ses pensées. Il n'était pas seulement là pour manger ce soir-là, il avait reconnu quelque chose en moi, s'était souvenu de quelque chose associé à mon nom. Et maintenant il en avait la preuve. Une fois de plus, le silence semblait intentionnel plutôt que pesant. Il finit par dire quelque chose. « Vous êtes resté calme ?» remarqua-t-il. « Vous n'avez pas craqué, même quand vous avez été touché. » Ces remarques n'étaient plus des observations que des compliments. Mais je comprenais ce qu'elles signifiaient, sous une autre forme, dans des mots sur papier, dans des tactiques et des réponses. Il m'avait vu ce soir, en personne. Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à dire. Il était déjà au courant. La maison était plus silencieuse que jamais, alors que la nuit avançait. Avec le faible bruit de l'eau qui coulait résonnant à travers les murs, ma mère resta dans la cuisine. Je m'assis en face du colonel, et nous restâmes assis en silence, l'espace entre nous débordant de tout ce qui n'était pas dit. À ce moment-là, j'ai imaginé mon beau-père emmené dans la honte, la voix brisée alors qu'il criait son dernier défi. Il avait gouverné ce manoir comme s'il s'agissait de son empire pendant des années.
C'est le lent poids de la réalité qui s'est abattu sur lui, qui a causé la chute de ce royaume ce soir, et non le feu ou la rage. Je savais que ce n'était pas la fin. Même s'il n'était plus là et que la pièce était plus calme sans lui, une seule bataille avait été gagnée avant son départ, dans l'ombre de la prise de conscience, dans les réalités que le colonel portait en lui, dans le nom qu'il avait prononcé à voix haute comme s'il ne pouvait plus être caché. La guerre, la véritable guerre, se poursuivait. Le silence régnait à table. Son ombre avait disparu de la maison, mais le silence n'est jamais vraiment vide. Il attend, il grandit, il contient la prochaine étape. Au fil des ans, on m'a qualifié de prodige, de stratège et d'étrange. En réalité, je ne me suis jamais considérée comme exceptionnelle. J'étais juste une jeune fille à qui on avait appris très tôt à surmonter les tempêtes sans se laisser emporter. Une fille qui restait stoïque jusqu'au moment où le silence devenait une arme plutôt qu'un bouclier. Cela n'avait aucun sens pour mon beau-père. Il interprétait mon silence comme une faiblesse et ma maîtrise de moi comme une capitulation. Et bien avant cette soirée à table, il avait scellé son propre destin en agissant ainsi. Selon lui, le pouvoir s'exprimait par des poings levés, des voix fortes et la domination sur ceux qui avaient trop peur pour s'opposer. Il n'a pas compris que le véritable pouvoir réside dans des domaines inaccessibles à la main humaine, dans la capacité à attendre, à se préparer et à frapper avec précision plutôt qu'avec rage. Au début, j'ai été surpris par le calme qui régnait dans la maison après son incarcération. Je ne me réveillais plus au son des portes qui claquaient pour marquer son humeur ou au bruit de ses pas lourds qui arpentaient le couloir. Ma mère marchait prudemment dans les pièces, comme si elle craignait qu'il revienne à tout moment. Ses années d'habitude étaient difficiles à briser, et elle était parfois effrayée par des ombres. Je n'ai pas essayé de la consoler. Les survivants n'ont pas toujours besoin de réconfort. Elle avait besoin de temps, et comme je savais que l'histoire n'était pas terminée, je devais me concentrer sur ce qui allait se passer ensuite. Un simple ordre ne suffit pas à faire disparaître un homme comme lui. Désespéré de rappeler au monde qu'il a compté autrefois, il reste comme la fumée après le feu. La nouvelle s'est rapidement répandue, les cercles mêmes qu'il s'était efforcé d'impressionner ont été submergés par sa honte, et son nom s'enfonçait davantage à chaque murmure. Autrefois, les hommes qui lui faisaient un signe de tête désinvolte détournaient désormais les yeux. Il a été facilement écarté par ses supérieurs qui l'avaient donc supporté pendant des années. Il croyait que son uniforme le protégerait et que son poids lui éviterait des ennuis. Cependant, il était désormais impossible de nier la réalité. Il était petit, méchant et fragile. Il n'était plus un homme respecté ni un soldat. À la maison, il n'était guère plus qu'un tyran privé de son public. Tout au long de l'enquête, je suis resté silencieux, laissant les autres parler. Les dossiers racontaient l'histoire et les témoins portaient le poids des preuves pour le dénoncer. Je n'ai pas eu besoin de comparaître devant le tribunal. Cela a été accompli sans ma présence grâce au témoignage du colonel et à la marque effacée sur mon visage. Mon beau-père croyait qu'en manipulant l'histoire, il pourrait prétendre qu'il avait été provoqué et que ses actions étaient justifiées par la punition. Cependant, plus il tentait de se défendre, plus il exposait la pourriture qui se cachait derrière. Autrefois forte d'un pouvoir illusoire, sa voix s'effondrait sous le poids de la réalité. Il devenait plus petit à chaque déni. Chaque justification érodait davantage sa fierté déjà ébranlée. Cependant, la rétribution ne se trouve pas toujours dans le système judiciaire ou dans les sanctions infligées par d'autres, bien que superficielles. Ces choses sont importantes. Supprimer les illusions d'un homme et le forcer à affronter les conséquences de ses actes est la véritable définition de la rétribution. Pendant des années, il m'a traité d'invisible. Il était désormais incapable de bouger sans que mon ombre ne se mette en travers de son chemin. Mon nom apparaissait avec le sien dans tous les titres. Tous les articles et toutes les discussions à voix basse sur sa chute, non pas comme la fille qui l'avait écarté, mais comme la cause de la ruine de sa réputation, de son travail et de sa façade soigneusement construite. Il a été condamné, irrémédiablement humilié. Il a retiré ses uniformes, comme des babioles qu'il n'avait jamais méritées. Ses médailles lui ont été rendues. Cependant, cela a continué même après cela. La prison est plus qu'un simple endroit avec des serrures et des barreaux. Les histoires voyagent plus vite que les murs ne peuvent les retenir. Et cet endroit en regorge. Les personnes qui l'avaient autrefois dominé ont rapidement découvert la vérité. Il avait confondu brutalité et force et avait levé la main sur quelqu'un qui était bien au-dessus de lui. Les lâches ne sont pas respectés par les hommes à l'intérieur. Il l'a rapidement appris. Il portait les mêmes blessures qu'il avait infligées auparavant. Il inspirait autrefois la terreur. Mais désormais, c'était elle qui le poursuivait. Les autres lui imposèrent le même silence qu'il avait exigé à notre table. Le karma peut prendre de nombreuses formes.
et le sien s'est manifesté sous la forme de la violence qu'il pensait auparavant lui être exclusivement réservée, je ne m'y suis jamais rendue. Je n'ai pas écrit. Je n'ai pas ouvert la lettre qu'il m'avait envoyée. Écrite dans le désespoir et la rage, au lieu de cela, je l'ai brûlée. Réduisant le papier en cendres dans l'évier, certaines voix ne méritent pas de réponse. Certaines fins n'ont pas besoin d'être résolues. Pendant un certain temps, ma mère a lutté, prise entre le soulagement et la tristesse, mais peu à peu, elle a commencé à respirer différemment. Elle a cessé de baisser la voix pour maintenir l'harmonie dans sa propre maison et de sursauter à chaque coup frappé à la porte. Un matin, alors qu'elle arrosait les plantes, je l'ai entendue chanter doucement. Ce que je n'avais pas entendu depuis avant qu'il n'entre dans notre vie. Ce son avait plus de valeur que n'importe quelle peine infligée par un tribunal. Il prouvait que même les aspects de nous-mêmes enfouis depuis longtemps peuvent réapparaître et que les ombres peuvent se dissiper. Pour ma part, je suis retournée à la vie que j'avais toujours cachée. Cependant, elle n'était plus cachée. Mon identité avait été révélée par l'identification du colonel, et avec elle venait une reconnaissance qui ne pouvait plus être dissimulée derrière des vêtements civils et le silence. J'ai continué à vivre comme quelqu'un qui avait été pleinement reconnu pour ses capacités plutôt que comme quelqu'un qui avait persévéré. Cependant, ni sa chute ni mon ascension ne représentaient de véritables rebondissements. Plus tard, j'ai entendu des rumeurs provenant de l'extérieur des portes de la prison. Les pères de mon beau-père ne l'avaient pas seulement abandonné. Ils avaient laissé leur empreinte sur lui, ses anciens alliés, qu'ils s'étaient efforcés de convaincre, l'avaient abandonné d'une manière bien plus irrévocable que n'importe quel uniforme. Ils le citaient en exemple, comme un avertissement que la brutalité et la vanité sont des défauts plutôt que des atouts. Son nom était devenu un avertissement. Son histoire était présentée comme un échec et une honte plutôt que comme un exemple d'autorité ou de discipline. Il était uniquement connu comme l'homme qui avait frappé la mauvaise personne au mauvais moment, et qui avait tout perdu en conséquence dans les cercles où il s'était battu pour se faire une place. Le fait que son héritage ne correspondait pas à ce qu'il avait imaginé à la fin était la véritable forme de représailles, et non son incarcération ou l'humiliation d'avoir été traîné hors de sa propre maison. Il avait souhaité être connu comme un homme d'autorité, un leader et quelqu'un qui était respecté. Au lieu de cela, sa réputation était inextricablement liée à la nuit où il avait révélé sa véritable identité. Personne ne pouvait nier le fait que j'avais commencé à cause de sa chute. Lorsque, des années plus tard, des voix plus jeunes m'ont demandé comment j'avais atteint une position aussi élevée, je leur ai répondu sans détour. Oui, l'intelligence est importante. Mais la patience et la discipline le sont tout autant. Cependant, le premier combat que vous livrez ne se déroule pas forcément sur un champ de bataille. Parfois, c'est à votre propre table. Parfois, l'adversaire est assis en face de vous, déguisé en membre de votre famille, plutôt que d'être à l'autre bout du monde, et parfois, voir le karma vous apporter ce que vous n'avez jamais eu à faire est la plus belle des victoires. Une victoire qui n'est ni bruyante ni dure. Mon beau-père croyait que sa domination durerait indéfiniment. Personne ne pouvait le toucher. Croyait-il ? Cependant, il a fait plus que simplement me frapper au visage la nuit où il a levé la main sur moi, devant le mauvais témoin. Il a détruit ses propres perspectives d'avenir. En fin de compte, son histoire ne s'est pas terminée par des médailles ou la gloire, mais par la honte, le silence et la prise de conscience que la fille qu'il avait précédemment rejetée servirait désormais de référence pour juger son échec à jamais. Ma riposte a été celle-là. La vérité a été révélée au moment précis où elle devait l'être, non par haine ou par rancune. Je n'ai jamais porté le coup final. C'est le karma qui s'en est chargé.